commencer par la télédétection de l'atmosphère, et puis je vais essayer de basculer un peu graduellement vers la forêt. Pourquoi? Parce qu'avant de rejoindre l'OLIF, j'ai pas mal travaillé dans la télédétection de l'atmosphère, à Météo France, à Météo Suisse et ailleurs, et avant un tout petit peu dans la cryosphère aussi. Comparer cette expérience de la cryosphère, je pense que ça aurait été plus intuitif vu le moyen de télédétection. Mais l'atmosphère, je trouvais ça plus rigolo. Du coup, je vais vous montrer un peu les choses que j'imagine. Il y a beaucoup parmi vous que vous les connaissez pas forcément. Et du coup, je vais commencer par les hydrométéores. Les hydrométéores, c'est quelque chose qu'on essaie effectivement à détecter avec la télédétection parmi d'autres choses de l'atmosphère. De quoi il s'agit, les hydrométéores? C'est l'eau, c'est tout ce qui est l'eau dans l'atmosphère, mais qui tombe, qui n'est pas suspendu dans l'air, mais qui tombe. Du coup, vraiment les différents types de précipitations, ce qu'on a, ce qui arrive au sol, mais ce qui arrive jamais au sol aussi. Du coup, je vais parler un tout petit peu de classification, puis je vais parler un tout petit peu de démixage, des mélanges, un problème éternel de la télédétection. Et puis, je vais passer à la forêt, où je vais parler des spatialisations des mesures LIDAR, mais mesures orbitales. Et d'abord, juste pour un peu présenter le cadre, du coup, pour la forêt, ça c'est assez intuitif. Pour tout le monde, on a un peu l'habitude de regarder la forêt de nous, quoi, avec les moyens satellitaires, aéroportés, soit avec un radar, soit avec un lidar, typiquement ici, voilà, un lidar aéroporté, ou avec les données optiques. On a aussi des moyens pour observer la forêt de façon terrestre, avec le lidar terrestre, mais ce qu'on utilise pour l'atmosphère, c'est quand même assez différent, c'est assez unique. Du coup, on utilise, dans le cas de l'atmosphère, un radar météo, qui est un radar terrestre, mais qui va flasher en permanence toute la troposphère autour. Du coup, imaginez, vous avez un radar qui fait des tours et qui observe un espace en 3D partout autour du radar. Si vous avez un réseau de radars comme ça, comme ce qui est le cas en France, vous arrivez toutes les 5 minutes à observer toute la troposphère au-dessus de la France. C'est-à-dire, on parle quand même d'un espace assez important, parce que la troposphère, ici, est à plus ou moins 10 km de la surface. Du coup, vous avez un moyen de télédétection qui est assez intéressant. Et je me suis dit, bien que ce n'est pas super intuitif de faire la parallèle avec la forêt, j'ai décidé de vous parler un tout petit peu de ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces observations? Ça a l'air assez impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? D'abord, on essaie de détecter les précipitations, de détecter la pluie, les orages, tous ces événements qu'il faut détecter en permanence. On essaie d'estimer les choses à partir de ces détections. Du coup, ce n'est pas juste la détection, c'est l'estimation, comme l'estimation du taux de précipitation, où la lame d'eau, c'est vraiment quantité d'eau qui va tomber. Après, on utilise ça aussi dans l'aviation, pour les différentes choses. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut d'abord reconnaître, identifier les particules. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette classification des hydrométéores pour carrément reconnaître chaque type de particules qu'on va dans l'atmosphère. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait une classification? On met toutes ces observations dans un espace de variables. Du coup, là, on a les différentes variables qu'on mesure avec notre radar météo. On a un gros nuage, et puis on cherche à ajouter un peu de couleur à cette image. Du coup, chaque couleur représente un type de précipitation. Et là, il faut trouver un moyen pour bien distribuer ces couleurs-là. Comment on fait ça? On fait ça très souvent d'une façon supervisée, c'est-à-dire on a vraiment les hypothèses physiques, ici on appelle ça des hypothèses microphysiques, sur les différents types de particules. On va simuler la réponse radar des différentes particules, et puis tout simplement on va regarder nos observations et on va placer chaque observation dans un panier correspondant. Ça a l'air un tout petit peu, voilà. C'est une réponse comme la réponse simulée de la pluie. On va le mettre dans la pluie, ça c'est plutôt la grêle, ça c'est plutôt la neige, etc. L'autre approche, c'est complètement non supervisé. C'est-à-dire, ça c'est une approche qui devient super intéressante. On se fie complètement aux données. On regarde ce que les données nous disent. On sépare ce qui est vraiment naturel comme séparation dans les données, et après on essaie de labelliser les différents groupes. On utilise les différents moyens pour faire ça. Ce qui est le désavantage de cette méthode, c'est qu'il n'y a pas de physique.
Et c'est un peu dommage quand même, parce que là, on a plusieurs siècles des études, de savoir, des connaissances, et là, il n'y en a pas. Ce qui est le désavantage de la première méthode, c'est qu'on dépend vachement de la physique. Ou pas vraiment de la physique, ça c'est pas un problème, dépendre de la physique. On dépend vachement des hypothèses. Des hypothèses qu'on est obligé quand même d'établir pour simuler. Parce qu'il s'agit de particules qui sont très hétérogènes. Du coup, on doit quand même présumer une certaine composition de notre cible pour construire ce modèle qui nous sert après pour classifier d'une façon supervisée. Ce qu'on essaie de faire, nous à l'époque, on a essayé de fonder une nouvelle famille de méthodes qu'on appelait les méthodes semi-supervisées, ce qui ne correspond pas forcément à la définition de semi-supervisé dans l'apprentissage en général. Ici, c'est semi-supervisé parce que c'est un peu le pouvoir des données et la physique. Ça, c'était le but de toute façon. Comment on a fait ça? Là, je vais pas trop détailler. Mais en gros, je vais essayer quand même de vous expliquer d'une façon plastique. Imaginez, on a un nuage de données, des observations pour un radar. Et on commence un partitionnement. Du coup, on commence d'une façon non supervisée. La première itération, on partage ça en différents nuages. Après, ce qu'on fait, on obtient par exemple, je ne sais pas, 10 nuages. Après, chaque nuage qu'on obtient, on va comparer avec nos modèles physiques d'une façon statistique avec un test statistique comme on voit dans ce milieu qui compare carrément les distributions statistiques. Si notre petit nuage est labellisé, on le met à part. S'il n'est pas labellisé, on divise le nuage en deux. C'est-à-dire on fait le partitionnement, mais on injecte un tout petit peu notre physique comme une façon qui nous aide à diriger le partitionnement. Et ça, c'est un peu cette philosophie de semi-supervisé, entre guillemets. Du coup, partitionnement, on divise les données, mais la physique intervient pour diriger un peu le partitionnement. Après, on a profité un peu de cette culture de l'atmosphère, on ne s'est pas arrêté là. On a aussi proposé, on appelle ça très souvent dans la modélisation de l'atmosphère, les modèles d'ensemble, c'est-à-dire on va relancer cet algorithme plusieurs fois avec les conditions initiales un tout petit peu modifiées. Et vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit qu'on n'est pas tout à fait sûr sur nos hypothèses physiques qu'on utilise dans nos cas de supervisés. Du coup, ici, dans cette approche d'ensemble, on va profiter de modifier un tout petit peu d'une grande itération à l'autre ces conditions physiques pour voir si on converge vers quelque chose ou pas. Bref, quand on obtient tout ça, où est les points ici en différentes couleurs? Les points ici représentent les résultats pour chacune de ces grandes itérations avec les différentes conditions. Si on a une certaine convergence, c'est-à-dire que c'est bien, c'est-à-dire qu'on a réussi à entraîner, à construire un algorithme qui converge en quelque sorte. Si on a les divergences, il faut tout répéter. Une fois on obtient ça, la classification devient super facile. Ce qu'on a, on a juste des centroïdes, du coup, de ces petits nuages des centroïdes convergés, on dérive un seul centroïde, on a un seul centroïde par classe de notre espace euclidien. Chaque observation va dans l'espace, on se base sur les distances euclidiennes, on prend la distance, on prend le centre de masse, de gravité, le centroïde le plus proche, ça c'est notre classe. Et ça c'était super important parce que c'est une méthode qui va tourner en opérationnel. Et souvenez-vous, du coup là, opérationnel, c'est pas comme dans le cas de la forêt, l'opérationnel ici, c'est un truc qui tourne toutes les 5 minutes. Du coup, il faut vraiment que ce soit rapide et on a été un peu, en quelque sorte, contraint de converger vers quelque chose qui va être vraiment rien d'autre qu'une simple distance euclidienne. Et du coup, comme je vous ai dit, c'est une méthode qui tourne en opérationnel. Là, c'est un exemple avec un radar sur la frontière italo-suisse. Là, c'est un exemple intéressant pour que vous puissiez vous faire une petite image de la troposphère. C'est le radar connu quand j'étais à l'EPFL en Suisse, à Lausanne, et qui était en Ardèche à l'époque. Du coup, vous connaissez ces situations en Ardèche, le mois de septembre, encore très souvent dans les médias, vous trouvez des nouvelles un peu perturbantes. Et du coup, ça, c'était un événement comme ça. Le radar était là, et vous, croyez-moi, vous ne voudriez pas être là. Parce que là, c'est la cellule des grêles qui a été regardée d'une hauteur de presque 8 km. Et du coup, ça c'est le type de choses qu'on va avec un radar météo.
Et ça, c'est le type de choses qu'on va après la classification. Déjà? Je vais juste vite fait vous parler de démélange. En gros, ce qui est le défi de démélange en général, c'est que très souvent, on a les différents types de cibles qui se mélangent dans notre cellule de résolution. Et si on fait la classification, ce n'est pas du tout pratique parce qu'on a juste une classe par la cellule de résolution. Et là, on a quand même un mélange de différentes particules. Avec le radar synthèse d'ouverture que Pierre, lui, a mentionné, il y a des méthodes de décomposition qui nous aident dans un cadre orthogonal à décomposer notre cible. Ici, on n'était pas vraiment dans l'orthogonal. Du coup, ce qu'on a essayé, c'est de proposer une méthode qui va en gros, regardez ici, on a une acquisition de la base du mont D'Urville en Antarctique, et on a la classification. Et ce qu'on arrive à obtenir avec une transformation de cet espace euclidien, on arrive à obtenir la caractérisation plutôt de l'atmosphère, c'est-à-dire on a la distribution continue des différentes particules. Du coup, vous voyez, on a la proportion des différentes particules, même dans les volumes où cette particule n'est pas dominante, c'est-à-dire dans les volumes où la classe officielle correspond à une autre catégorie. Et je suis désolé, je pense que là, je ne vais pas trop détailler, parce que j'aimerais bien vous parler quand même un tout petit peu de la forêt. Du coup, ce qu'on essaie de faire là, par exemple, une des choses qu'on essaie de faire au LIF, on essaie de spatialiser ces mesures orbitales de LIDAR, en attendant des mesures de LIDAR HD. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir utiliser ces mesures dans le cadre d'inventaire, il faut qu'on couvre au moins les points d'inventaire avec ces mesures LIDAR, c'est-à-dire les points d'inventaire, les points verts ici, et de préférence ou même de nécessité, il faut qu'on propage ça vraiment partout. Et comment on fait ça? Ben là aussi, on fait du partitionnement. Du coup, on va partitionner, on va clusteriser les profils verticaux LIDAR, les profils qui sont rien d'autre que la distribution cumulative d'énergie. Je pense que ça, pour le coup, ça vous parle plus que l'histoire du radar avant. Et du coup, là, pour l'instant, on commence avec un partitionnement complètement non supervisé. Et le lien avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est qu'on essaie de construire un cadre similaire à ce qu'on avait fait à l'époque pour le radar météo. C'est-à-dire, on essaie d'influencer ce partitionnement des données LIDAR par un critère un peu externe, qui peut être un critère sanitaire ou l'autre chose. En gros, on essaie de rendre ça, d'injecter un peu de physique ici. Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ça? Du coup, on essaie de propager ça avec un proxy. Je suis désolé, cette image, il y a trop de choses. Du coup, avec le partitionnement, on arrive à associer à chaque mesure, à chaque contrainte LIDAR, une classe. Une classe, comme on a vu sur la planche précédente. Et si on utilise les données du terrain, analyse de la hauteur et les données du Sentinel-2, deux images en paire, une image acquise en été, une image acquise en hiver, pour entraîner à une méthode d'apprentissage automatique de type classification qui va propager ces classes qu'on a ici sur les autres points où on a toutes ces données, mais on n'a pas les données LIDAR. Et est-ce qu'on arrive déjà avec une méthode qui n'est pas si compliquée, avec un réseau de neurones qui n'est vraiment pas si énorme, on arrive à obtenir une précision ici déjà de 85%. Et après, ce qu'on fait ici, on ne s'arrête pas à la classification. Ça va vous paraître un tout petit peu bizarre et redondant, mais on fait quand même une régression de même type avec les mêmes données. C'est-à-dire, là, sur tous les points, on a réussi à propager une classe. On s'est dit, là, on est quand même censé avoir cette classe de données LIDAR, mais on essaie quand même de reconstituer le profil entier des données LIDAR sur les mêmes points. Et là, le résultat est un tout petit peu moins impressionnant parce que la régression, c'est quand même un peu moins simple, mais on arrive quand même avec un modèle de même complexité, c'est-à-dire pas une complexité énorme, d'expliquer presque 70% de variance. Et voilà, je finis. Et du coup, pourquoi on fait ça? Notre idée, c'est vraiment de construire les paires, c'est-à-dire de construire les analogues entre ce qu'on a vraiment prédit sur les pas d'inventaire et ce qu'on a mesuré avec le JEDI. On fait ça avec une distance entre le profil prédit et le profil mesuré. Et on utilise classification déjà pour réduire
la quantité de données dans la comparaison, mais aussi pour garder la cohérence verticale, parce que la régression ne porte pas cette information de la cohérence verticale d'un profil, la classification le fait, et on utilise ça aussi comme une porte d'entrée pour une information extérieure. Ce qu'on essaie de faire, ce qu'on va essayer de faire assez rapidement, du coup ici je vous ai parlé des points d'inventaire, mais avec les données Sentinel-1, avec les données radar, on peut aussi avoir un certain indice de la hauteur de la forêt qui nous permet d'essayer de propager les mesures JEDI partout sur le territoire, ce qui peut être super intéressant, notamment avec les données qu'on attend avec le LiDAR HD, parce qu'on aura une autre source de données, clairement là pas vraiment des mesures. Et on considère les différents critères pour ce qu'on appelle semi-supervisé. Ça, c'est aussi un chemin pour la post-stratification, ce qui est très important dans l'inventaire, comment on choisit les strates pour faire les vraies estimations des ressources forestières basées sur l'inventaire. Et voilà, plus généraux, juste pour vous dire, c'est un peu, voilà, et du coup, il y a les HD, temps fréquence et tout ça. Et il y a notamment, comme j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure, un peu dans ma question, notre volonté de faire un peu plus de radar en France métropolitaine. Ce qui n'est pas évident, parce que malheureusement, le projet biomasse, à cause de fréquences, voilà, passe pas par ici. Mais voilà, on essaie d'adapter un peu les méthodes au Sentinel-1 pour essayer de tirer un peu plus d'informations et injecter ça dans le moteur. Bon, une petite question rapide. Dans les derniers transparents, là, tu évoquais de la classification avec un certain nombre de classes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les classes en question ? Tout à fait. Du coup, pour l'instant, c'est complètement supervisé. On choisit, c'est un peu critique de choisir le nombre de classes, mais avec cette idée d'implémenter la philosophie de semi-supervisé, on aura plusieurs façons pour définir ces classes. La première idée maintenant qui nous vient dans l'esprit, c'est cette idée d'utiliser l'information postérieure de l'inventaire pour revenir et faire ça, mais ça peut être aussi l'information sanitaire, ce qui est quelque chose qui maintenant, vu la crise climatique, nous intéresse beaucoup dans le cadre de l'inventaire aussi.